Bonjour, donc je suis Pierre-Louis. Je remercie le GFA GNP de m'avoir invité à cette session. Je suis ravi d'être avec vous à Marseille. Et puis pour commencer cette présentation, je vais vous proposer une petite vidéo pour introduire mon propos et puis vous donner un petit peu l'air de l'océan. Alors pas de la Méditerranée, plutôt de l'océan Atlantique, qui est plutôt mon bassin de navigation. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon là il se passe quelque chose de grave, il serait peut-être temps d'aller consulter. Au fil des ans, en fait, où la maladie a finalement progressé, a tellement progressé qu'à un moment, elle a mis un frein dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Si demain on me dit est-ce que tu préfères ne pas être malade et avoir une vie différente que celle d'aujourd'hui, je re-signe sans hésitation. Et là je réfléchis à la course et je me dis putain, l'aventure de malade. C'est ça le titre du film mec, c'est l'aventure de malade. Ça c'est terrible ça. Voilà, donc ce film Une aventure de malade qui raconte en fait ma route du Rhum, traversée de l'Atlantique en solitaire que j'ai faite en 2022. C'est un projet qu'on utilise dans plusieurs villes de France. On organise souvent en partenariat avec l'AFA, l'association de patients, des projections. On loue des salles de cinéma, on invite les patients, les proches de patients, l'équipe médicale aussi à se retrouver pour une soirée autour des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec une projection du film et derrière un échange débat très large. C'est un projet qu'on mène déjà depuis 2023. On a fait une quinzaine de dates en France. L'an dernier, on a été même au Canada et aux États-Unis, en Belgique aussi. Donc voilà, on s'exporte un petit peu avec le temps. Ce film, Une aventure de malade, il raconte ma passion de jeune passionné par la mer. Moi, j'ai grandi en Normandie, donc un petit peu loin de Marseille pour le coup, à côté d'une ville, Le Havre, qui est une ville qui tous les 2 ans accueille le départ de la Transat Jacques Vabre, qui vient de changer de nom, qui s'appelle maintenant la Transat Café l'Or. Voilà, c'est le jeu des marques sponsors qui fait que la course change, mais c'est une course mythique dans la course au large qui part tous les 2 ans. Et moi, mon enfance, elle a été bercée par cette course. Ça a bercé mes rêves d'enfant. Et voilà, je dis toujours que quand j'étais petit, moi, mon rêve, c'était de devenir coureur au large, comme certains rêvent de devenir astronaute ou pilote de Formule 1. C'était pas du tout une carrière professionnelle, c'était vraiment un rêve de petit garçon. Et il se trouve que, comme vous l'avez deviné, à l'âge de 16 ans, j'étais diagnostiqué d'une maladie de Crohn. C'est une maladie qui arrive dans ma vie assez soudainement, dans le sens où j'avais pas du tout eu de signaux précurseurs. J'étais un ado un petit peu, comment dire, en tout cas qui avait tendance à procrastiner, pas vraiment habitué à aller consulter ni à prendre des médicaments. Tous les hivers, j'attrapais mon petit rhume, ma petite grippe saisonnière, et en général, ça se finissait avec du Doliprane et j'attendais simplement que ça passe. Et puis cet hiver, voilà, je suis un petit peu plus, c'est un petit peu plus long. Je procrastine, je commence à avoir des symptômes qui font penser à une grippe. Et puis c'est vrai que j'en parle pas à mes parents parce que d'aller parler de ces problèmes digestifs à ses parents, c'est pas toujours très facile. Et donc les semaines passent et puis au bout d'un moment, les symptômes deviennent de plus en plus présents. Je suis très fatigué, je me lève plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Je mange très peu, j'ai pas faim et évidemment je perds beaucoup de poids et surtout je suis très fatigué.
Et un matin, je me réveille, je vais aux toilettes et en allant aux toilettes, je découvre la cuvette des toilettes qui est pleine de sang. Et donc, c'est là que je me dis, bon, il faudrait peut-être en parler, faire quelque chose avec ça. Et en fait, ça fait très peur. Et donc, j'en parle à mes parents. Tout de suite, on va voir mon médecin généraliste qui nous renvoie vers un gastro-entérologue. Et au bout de 3 jours, je suis diagnostiqué donc, de cette maladie de Crohn dont je ne connais absolument rien. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Et très concrètement, voilà, je revois le gastro-entérologue dans ma chambre qui me dit Monsieur Atwell, vous avez une maladie de Crohn. Ma maman à côté de moi qui pleure et moi qui finalement comprends pas trop ce que ça va changer dans ma vie parce que concrètement, au bout de 3 jours d'hospitalisation, je vais beaucoup mieux. Bon, les traitements de l'époque n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, mais finalement, bon, ça va mieux. Je sens que j'arrive à retrouver une vie normale. Je rentre chez moi et puis finalement, je me dis bon, s'il s'agit de prendre un cachet tous les matins, ça devrait bien se passer. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. La vie reprend, je retourne en cours et finalement, ce qui est le plus difficile pour moi à cette époque, c'est parler de ma maladie. Je le disais, j'étais un adolescent, je suis au lycée en seconde et donc de rentrer en cours après une semaine d'absence où tous mes camarades de classe me disent mais t'étais où pour moi, c'était très difficile en fait de leur parler de cette maladie digestive. C'était honteux pour moi de leur dire j'ai une maladie de Crohn, j'ai une maladie digestive. Et en fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de dire non, j'étais malade, mais tout va bien, ça va mieux. Et donc en fait, pendant des années, je ne vais pas parler de cette maladie de Crohn. Je vais rester dans le silence parce que pour moi, c'est simplement plus facile de ne pas parler de ma maladie. Et en fait, je vais passer ces premières années qui ont suivi mon diagnostic à mettre en place des petites stratégies d'évitement pour éviter de parler de ma maladie, à tel point que j'arrive à l'université, voilà, première année de fac, hors de la maison de papa-maman. On découvre la vie, on découvre aussi les soirées avec les amis. Et en fait, moi, je suis très mal stabilisé. Je ne suis pas toujours très bien adhérent au traitement non plus. Donc, j'ai une maladie qui est quand même assez active à ce moment-là. Et je ne compte pas les matins où en fait, je pars de chez moi. J'ai 5 minutes pour marcher jusqu'au tram pour aller à l'université. Et le nombre de fois où je m'immobilise dans la rue parce que je suis incapable d'atteindre le tram. Et je fais demi-tour chez moi et je passe la journée sur les toilettes. Ou le nombre de soirées où on m'invite à aller rue de la Soif à Caen, puisque c'était là que je faisais des études d'université. À Caen, pas dans la rue de la Soif, mais... et donc, je faisais des études d'informatique et finalement je m'isole beaucoup parce que à nouveau parler de cette maladie digestive c'est très dur pour moi c'est vraiment très tabou et même mon entourage quand ma famille me demande comment ça va ta maladie je fais oui tout va bien surtout j'évite d'en parler. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je ne suis pas bien stabilisé, je suis un peu perdu en termes d'orientation parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à aller en cours. À cette époque, je fais des études d'informatique et finalement, je sens que c'est plus trop ma voie. Et puis, me vient à l'idée, moi qui suis passionné par la voile et par la mer depuis toujours, d'essayer d'intégrer la Marine nationale. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée d'essayer de concilier une carrière professionnelle et puis cette passion pour le voyage, pour l'océan. Bien sûr, quand je me présente au recrutement, on me dit, Monsieur Atwell, votre dossier il est intéressant, mais avec votre maladie de Crohn, vous ne pourrez pas être embarqué. Et finalement, c'est la première fois dans ma vie où je me rends compte que cette maladie, elle allait avoir un impact, que je ne pouvais pas juste m'en sortir en faisant une petite pirouette ou en inventant une excuse, et qu'il allait bien falloir que j'essaie d'en faire quelque chose, en tout cas de réussir à dépasser cette maladie. Et donc, c'est le début d'une réflexion. Pour moi, ça a été un déclic. Et au même moment, il y a un navigateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Damien Seguin. Damien, c'est un navigateur qui est né handicapé avec une seule main. Et à ce moment-là, il annonce qu'il va faire le tour du monde, donc une course qui s'appelle le Vendée Globe, tour du monde en solitaire sur des bateaux de 18 mètres, donc qui sont vraiment des machines, on appelle ça les Formule 1 des mers, c'est des machines qui sont extrêmement difficiles à manœuvrer. Et Damien, il annonce qu'il va aller faire ça tout seul et avec une seule main. Et en fait, quand je vois Damien annoncer qu'il va aller faire ce projet-là et vraiment sans aucun frein, sans aucun doute sur sa capacité, je me dis mais c'est incroyable, si lui il est capable d'aller faire le tour du monde avec une seule main, moi je dois sûrement être capable de faire de la course au large avec ma maladie de Crohn. Et donc c'est comme ça que va commencer ce projet que je vais appeler Vogue avec un Crohn. En fait, très rapidement, je me dis bon voilà, moi je suis un patient, probablement je serai malade toute ma vie. Il faut que j'arrive à dépasser ça. Et puis j'ai ce rêve d'enfant, je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai ce rêve d'enfant depuis toujours de faire de la course au large. Et en fait, j'imagine ce projet déjà de sensibilisation au Mickey, puisque les rares fois où je parlais, où j'osais parler de ma maladie, souvent les gens ne connaissaient pas très bien. Ils ont une vague idée, ils comprennent que ça touche le système digestif, mais ils ne savent pas trop est-ce que ça se transmet, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est contagieux. Donc déjà, je me suis dit, voilà, moi je vais utiliser la course au large et
puis toute la portée médiatique qu'on a sur ces projets, sur des courses comme la Solitaire du Figaro, comme la Transat Jacques Vabre, comme la Route du Rhum, pour faire parler de nos maladies. Et ensuite, je me suis dit, il faut absolument que ce projet-là, il ait du sens. Et en fait, moi qui ai rencontré ces obstacles dans mon parcours professionnel, parfois, à certains moments, il a fallu que j'arrête la voile, j'arrête ma passion parce que j'étais pas dans ma maladie était trop active pour pouvoir naviguer. Je me suis dit, c'est hyper important de porter un message positif finalement à travers ce projet parce qu'il se passe plein de choses dans les innovations thérapeutiques. On en a la preuve au quotidien parce que c'est important aussi pour les patients d'avoir des projets en fait finalement pour traverser ces moments difficiles qu'ils vont vivre à cause de leur pathologie. Et donc je me suis dit Vogue avec un Crohn, ça doit être un projet positif qui parle des Mickey et puis surtout qui montre aux patients que même avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, tout est possible. Et donc ce message, on le porte dans nos voiles. Même malade, tout est possible. C'est vraiment devenu le cœur de ce projet Vogue avec un Crohn. Et puis le troisième axe, c'est vraiment le partage, c'est-à-dire que nous, on vogue sur les océans bien sûr, mais on passe aussi une bonne partie de l'année à partager notre aventure, à essayer de développer tout un tas de projets pour les patients, pour leurs proches, et puis aussi auprès du grand public, de leur expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que de vivre aujourd'hui avec une Mickey. Alors nous, notre vecteur de communication, vous avez compris, c'est le sport et notamment c'est la course au large. On navigue sur ce bateau qui s'appelle un Classe 40. C'est un bateau de course de 12 mètres. C'est un bateau qui est vraiment conçu pour la compétition. Il faut vous imaginer que c'est un bateau entièrement vide. Bien sûr, pas de douche, pas de toilette, pas de cuisine. La cuisine, ça se résume en un petit réchaud qui permet de faire bouillir de l'eau. Et c'est vraiment une machine tout en carbone et en fibre de verre dans lequel il n'y a quand même pas beaucoup de confort. Je vous ai mis sur la slide suivante. Donc le sport vecteur de communication. À gauche, vous avez la Route du Rhum, village de la Route du Rhum, un peu plus de 2 millions de visiteurs. Et l'an dernier, on a tous connu la ferveur des Jeux olympiques et paralympiques. Et moi, j'ai eu cette chance exceptionnelle de porter la flamme paralympique, donc qui a été à nouvelle fois une super opportunité de parler de nos maladies. Je vous le disais, donc pour ceux qui ne sont pas des amateurs de course au large, je vous ai mis ici un cas concret d'étude de la Route du Rhum, donc traversée de l'Atlantique en solitaire, donc tout seul sur son bateau. On est une centaine de bateaux à partir au même endroit, au même moment, et puis on part de Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe. Je vous ai mis donc un petit éventail en fait des différents aspects de cette course. Le poids moyen d'une voile sèche, c'est à peu près 50 kg, et dans le bateau on a à peu près 450 kg de matériel avec les outils, la nourriture, l'eau bien sûr puisque on embarque de l'eau douce pendant la navigation. Et ça, à chaque fois qu'on va changer de sens par rapport au vent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire ce qu'on appelle un virement de bord, il va falloir déplacer l'intégralité de ce matériel. Donc ça, déplacer ces 450 kg en plus de la manœuvre, on peut le faire une fois, 10 fois, parfois 20 fois dans la journée. Et donc ça va demander un effort physique assez intense. Et je vous ai mis aussi un petit détail des différentes phases de sommeil qu'on peut avoir, puisque bien sûr, on fait de la compétition. Et quand on dort, on n'est pas performant. Sur les premières phases de course, par exemple, je vous disais, on est 100 bateaux à partir au large de Saint-Malo. Et donc, on va passer la nuit à se croiser à quelques mètres d'écart les uns des autres. Donc évidemment, pendant les premières heures de course, impossible de dormir. On est dans un endroit où il y a aussi beaucoup de courants, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de trafic commercial, puisque le golfe de Gascogne et la Manche, c'est vraiment une autoroute pour les cargos de commerce. Donc pas de sommeil pendant ces premières heures. Ensuite, la première phase de course, elle est très importante parce que si vous êtes décroché sur ce premier tiers de course, vous n'arriverez jamais à rattraper en fait la course. Donc, sur les 4 premiers jours, on dort à peu près 2 ou 3 heures par jour et vraiment par tranche de petites siestes. Et puis après, une fois qu'on arrive dans l'Atlantique, là, on arrive à dormir un petit peu plus, mais il faut vous imaginer que c'est jour et nuit en permanence. Et puis évidemment, comme c'est pas assez difficile de traverser l'Atlantique en solitaire, l'organisation s'est dit que c'était bien, plutôt que de rallier directement Pointe-à-Pitre, donc que vous voyez sur la carte en Guadeloupe, de faire le tour de l'île. Et il se trouve que sur la partie gauche, donc la partie sous le vent de l'île, il y a très peu de vent. En fait, les reliefs de la Guadeloupe sont assez élevés. Et donc, quand vous faites le tour, en fait, vous passez en général une vingtaine d'heures sans vent, et donc où c'est impossible de dormir parce que vous devez manœuvrer en permanence avant de enfin réussir à rejoindre la Guadeloupe.
Donc pour préparer ces courses-là, évidemment, on a 3 aspects de préparation assez complets. Donc une préparation technique, bien sûr, puisque nos bateaux sont vraiment des machines de course qu'il faut entretenir en permanence. Pour vous donner un ordre d'idée, une journée de navigation, ça génère 2 jours de travail à terre. Là, on sort par exemple d'une grande phase de chantier. On a travaillé 5 mois sur le bateau. Donc en fait, le métier de navigateur, c'est aussi beaucoup d'entretien technique. On a évidemment une préparation physique assez intense. Vous avez compris que ces courses-là, elles sont très engageantes physiquement. Donc nous, on travaille avec un coach qui est spécialisé dans la course au large. Moi, j'ai été opéré dans mon parcours, puisque vous avez peut-être vu, il y a une photo où on me voit avec une stomie, une colostomie que j'ai eue en 2019 suite à une perforation du côlon. Et donc évidemment, avec le chirurgien et le coach de sport, on va avoir une attention particulière sur les exercices au niveau de la ceinture abdominale. Et la difficulté, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre se muscler suffisamment après une chirurgie pour pouvoir ressolliciter la ceinture abdominale et sans se blesser, et surtout sans trop la solliciter, puisque par exemple quelques mois après mon rétablissement de continuité en 2019, j'avais refait une petite déchirure musculaire, mais au milieu de l'océan Atlantique. Donc voilà, on essaie d'éviter ces choses-là. L'autre aspect, c'est évidemment la préparation mentale. C'est un travail qu'on a commencé il y a 2-3 ans maintenant. Je navigue en solitaire, mais aussi la plupart du temps en équipage, donc avec Maxime qui est mon co-skipper et qui s'occupe aussi de la partie technique. On a commencé cette préparation mentale à 2 depuis quelques mois, et je peux vous dire que c'est une vraie thérapie de couple, puisque quand on vit à 2 pendant plusieurs semaines l'un sur l'autre dans un espace qui est vraiment très petit, le bateau se fait 12 mètres de long, mais en fait la zone habitable fait à peu près 5 mètres. Donc vous vivez à 2 sur 5 mètres sur 3 mètres 50 dans des conditions d'inconfort assez humide souvent. Donc voilà, il faut bien s'entendre. Donc cette préparation mentale, elle fait du bien à tout le monde. Et puis enfin, le troisième axe de cette préparation, c'est évidemment la préparation médicale, qui est une préparation qui m'est propre, qui n'ont pas mes autres concurrents, puisque mes autres concurrents, eux, ne sont pas malades. Et en fait, cette préparation, elle est passionnante, parce que moi, je suis donc suivi au CHU de Nantes, qui a une unité dédiée aux maladies de l'appareil digestif. Ça s'appelle l'IMAD, l'Institut des maladies de l'appareil digestif. Et en fait, c'est toute cette équipe qui va m'accompagner dans ce projet de vie. Et donc, très concrètement, on va travailler avec le gastro-entérologue pour avoir un suivi médical tout au long de l'année qui soit le moins impactant possible, et je dirais même qui va servir le projet de vie, le projet sportif. Donc, très concrètement, au début de l'année, voilà, on va prendre le calendrier avec le gastro-entérologue. On va dire, on a 3 mois de chantier, par exemple. On sait que si on a besoin de changer de traitement, de le faire évoluer, peut-être de tester des choses, de faire une désescalade thérapeutique, et c'est dans cette fenêtre-là qu'il va falloir opérer, parce qu'une fois que la saison sportive est lancée, ça va être beaucoup plus compliqué. On ne va pas vouloir prendre le risque de faire une évolution de traitement. C'est la même chose sur les examens qui vont nous permettre de monitorer l'activité de la maladie. On va éviter de faire un examen endoscopique sous anesthésie générale 3 jours avant un départ de course. On va plutôt le faire pendant cette période-là. Et donc, on va construire, en fait, ensemble, on va co-construire ce suivi tout au long de l'année. On travaille beaucoup avec le dosage de calprotectine fécale. À Nantes, ils utilisent beaucoup cet outil. La biologie, on fait quand même quelques examens endoscopiques de temps en temps. Et donc, l'idée de ce suivi, c'est vraiment d'avoir un suivi médical qui soit personnalisé, qui soit adapté à mes projets. Et en fait, moi, c'est génial, parce que c'est pas le médecin qui me dit débrouillez-vous, le 18 mai il faut que vous vous rendiez disponible pour la coloscopie. Il va me dire c'est quoi tes disponibilités, et finalement c'est presque l'équipe médicale qui va s'adapter à mes contraintes. Donc c'est évidemment très confortable. La philosophie de ce travail, à chaque fois il est le même, et finalement il peut se refléter aussi dans la préparation technique. C'est de dire, on part traverser l'Atlantique, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il ne se passera rien. Par contre, on veut vraiment partir dans les meilleures conditions possibles. On veut partir avec une maladie qui est bien stabilisée. On veut partir avec de la confiance. On veut partir avec un dispositif de communication qui est solide. C'est-à-dire que concrètement, quand je pars en course, que ce soit pendant 3 jours ou pendant 3 semaines, ils organisent une permanence au CHU de Nantes pour que je puisse appeler nuit et jour. Il y a toujours un gastro-entérologue qui est disponible. Donc ça, c'est évidemment un gros effort de la part de l'équipe de soins, mais ça permet vraiment de partir en confiance. Évidemment, on imagine qu'on ne peut pas le faire pour tous les patients. Donc voilà, j'ai un petit privilège de ce côté-là, il faut bien l'avouer. Et puis en fait, l'idée, c'est aussi de partir avec des outils. C'est de dire,
On a essayé de travailler du mieux possible pour partir en confiance avec cette maladie qui est bien stabilisée. Maintenant, on ne peut pas être sûr à 100% qu'on n'aura pas de crise en mer. Donc, qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on met dans notre caisse à outils pour pouvoir gérer la crise si besoin? Alors, évidemment, nous, on travaille avec principalement des corticoïdes pour gérer des crises. Et puis, la limite de ça, c'est que si jamais vraiment il y avait un gros souci, ce qu'on n'espère pas, on a quand même peu de solutions parce qu'une fois qu'on est au milieu de l'Atlantique, voilà, j'ai tendance à dire que la course au large, c'est un sport où il n'y a pas de banc de touche. Quand vous êtes au milieu de l'Atlantique, vous êtes au milieu de l'Atlantique, donc il n'y a pas d'évacuation, il n'y a pas trop de solutions. Donc c'est vraiment cette préparation qui va être hyper importante. Et donc je remercie mon équipe de soins qui fait des gros efforts pour me permettre de partir en confiance. Moi, ce projet de course au large, vous l'avez compris, il a tout changé dans ma vie. Il a tout changé dans ma vie à la fois sur l'aspect professionnel parce que finalement, aujourd'hui, je vis mon rêve de petit garçon quelque part grâce à la maladie. Et vous voyez, dans le film, je dis, si c'était à refaire, finalement, je ferais tout pareil. Parce que bien sûr, cette maladie, elle m'a apporté des moments très compliqués, des moments que vous connaissez tous parce que vous le vivez au quotidien. Tous les jours, vous voyez des patients qui subissent l'impact de ces maladies. Mais je pense que la maladie, elle nous donne aussi une force et plein de compétences. Et finalement, quand on est patient, on est toujours obligé de faire avec le jeu qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas quand la crise survient, on ne choisit pas quand on va devoir être hospitalisé, être arrêté. Et finalement, le métier de navigateur, c'est un petit peu la même chose. C'est gérer des contraintes et en fait c'est gérer l'inconnu. Et donc finalement j'aime beaucoup ce parallèle entre cette traversée de l'Atlantique en solitaire et finalement cette vie de patient qu'on a. Et donc en fait ce film il raconte un petit peu ce sentiment, c'est de dire que parfois on peut être très bien accompagné. Moi, j'ai toujours eu ma famille avec moi. Mais quand vous êtes tout seul dans votre lit d'hôpital, on a beau vous dire « courage, tiens bon, ça va bien se passer », on a toujours un peu ce sentiment d'être incompris et de dire je sais que tu es avec moi, mais tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je suis en mer. Et parce qu'en mer, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a des moments qui sont très compliqués. Parfois, il y a de la frustration, de la déception. Heureusement, il y a aussi de très beaux moments. Et donc ce projet, il a tout changé parce que moi qui n'étais pas toujours très bien adhérent, aujourd'hui, le fait d'avoir cet objectif, le fait d'avoir ce but, c'est ça qui me permet d'être adhérent au traitement. C'est ça qui me permet, quand je prépare ma coloscopie et qu'on me demande de boire 2 litres, au lieu d'en boire 1,5 litre en me disant, bon, le gastro-entérologue, il va bien se débrouiller avec ça, ça ira. Eh ben non, je vais au bout de mes 2 litres et je sais pourquoi et je le fais pour moi. Et donc finalement, c'est un petit peu aussi devenu le cœur de ce projet-là, c'est comment on arrive à motiver les patients, comment on arrive à finalement à leur donner un but, à leur donner un objectif pour traverser tous ces moments difficiles. Et puis évidemment, vous pouvez imaginer que moi, plus jeune, qui n'osais même pas parler de ma maladie de Crohn, ni à ma copine, ni à ma famille proche, aujourd'hui, je navigue sur un bateau qui s'appelle Vogue avec un Crohn, et ma question préférée, c'est devenu « c'est quoi un Crohn ?» Très rapidement, quelques petits projets qu'on mène autour de ce projet Vogue avec un Crohn. Mickey Sailing Tour, par exemple. C'est un projet qu'on a mis en place en 2022 et qui consistait à emmener naviguer des patients avec leur gastro-entérologue, parce qu'on voulait travailler sur la relation patient-médecin. Finalement, on se rendait compte que parfois, ce n'est pas toujours facile de créer ce lien, ce binôme thérapeutique, c'est ce qu'on appellerait la décision médicale partagée, parce qu'on voit les patients 15 minutes, 20 minutes en consultation, parfois dans des salles de consultation qui ne sont pas toujours hyper propices à l'échange. Nous, en tant que patients, parfois, on sent bien aussi que la consultation, elle est timée, hein, que le spécialiste n'a pas toujours le temps. Et donc, l'idée, c'était vraiment de travailler un petit peu sur cette relation patient-médecin. Et très concrètement, c'était des demi-journées de navigation où on emmenait ces patients naviguer avec le médecin. Et c'était assez bluffant de voir quelques mois plus tard ce que ça amenait chez les patients et comment ça facilitait les relations. Et d'ailleurs, dans le film, on en montre un extrait. À un moment, il y a un patient qui dit « Mais vous savez, docteur, je ne vous l'ai jamais dit, en fait, ça fait 10 ans que j'ai du sang dans mes selles. » Et ça, c'était assez incroyable de voir que c'était une simple petite journée à bord d'un bateau qui permettait quand même finalement de délier les langues et d'amener des choses qui n'ont jamais été dites en consultation. Un autre projet, donc c'est ces projections de films dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a commencé en 2023, en 2024. Cette année, on n'a pas reprogrammé de tournée, on répond un petit peu plus à des demandes ponctuelles. En revanche, si dans vos villes, vous êtes intéressé de recevoir ce film, il ne faut pas hésiter. Voilà, mes coordonnées sont sur Internet partout. L'équipe communication est assez restreinte, donc vous allez vite tomber sur moi si vous nous envoyez un petit mail.
Quelques autres projets, puisque ce projet Vogue avec un Crone, on l'a vraiment voulu créateur de liens finalement entre tous les parties qui accompagnent les patients, que ce soit l'industrie, que ce soit les sociétés savantes, les associations de patients. On travaille beaucoup avec l'AFA. Et donc on développe aussi à travers nos partenariats tout un tas de projets, que ce soit des podcasts, des vidéos, des remis patients. Je vous parlais tout à l'heure de la coloscopie. Il n'y a pas très longtemps, avec un partenaire, on a développé un remis patient qui est finalement un témoignage d'un patient à un autre en disant voilà, moi, ça fait 10 ans que j'ai une maladie de Crohn et donc je suis quelque part devenu une sorte d'expert de la coloscopie et je vais vous accompagner dans la préparation de cette coloscopie. Et donc, on travaille vraiment les aspects motivationnels de comment on motive le patient à bien préparer son examen endoscopique. Un petit mapping des partenaires qui nous accompagnent. Vous l'avez vu, il y a évidemment beaucoup de sociétés pleinement investies dans la recherche et dans le développement de solutions pour les patients. Je tenais aussi à souligner quand même le fait qu'on est très bien accompagné par les sociétés savantes, dont le GFH-GNP, que je remercie. Et pour nous, c'est un honneur et c'est une fierté parce que moi, à la base, je suis un patient qui rêve de faire de la course au large. Et aujourd'hui, ce projet, il est soutenu alors je dirais d'un point de vue institutionnel, mais aussi directement financier, à la fois de l'industrie, mais aussi de ces sociétés savantes-là. Et évidemment, pour nous, c'est un grand bonheur de pouvoir partager cette aventure avec vous. Et puis enfin, je voulais vraiment retenir un seul message pour les patients, c'est vraiment oser. C'est oser parler de votre maladie, parce que parler de cette maladie, ça peut aussi être un traitement. Ça peut changer la vie d'oser parler de cette maladie. Oser avoir des rêves, oser avoir des objectifs quand on vient en consultation. Oser parler de son voyage à l'autre bout du monde, à son gastro-entérologue, parce qu'il y a des solutions. Et ça, je pense que c'est important pour les patients aussi de garder à l'esprit que c'est possible. On peut avoir des rêves, que malgré le système de santé français qui est excellent, malgré le fait que tous les systèmes de santé ne sont pas toujours les mêmes à l'étranger, il y a des solutions pour les accompagner, pour leur permettre. Et en tout cas, il ne faut pas renoncer à ces objectifs. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est la clé finalement pour aller, je n'utilise pas le mot guérison, mais en tout cas pour bien vivre sa maladie au quotidien, c'est vraiment de croire. Et moi j'essaie en tout cas d'être un relais aussi des bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que dans nos maladies, on a souvent tendance à regarder les mauvaises nouvelles. Et moi, quand je vois l'implication, quand je vois la collaboration nationale entre vous, internationale parfois, en fait, ça me donne beaucoup d'espoir. Et surtout, quand je vois tous les ans les nouvelles solutions qui arrivent, les solutions thérapeutiques, mais aussi la façon que vous avez de vous remettre en question en permanence, de challenger vos pratiques au quotidien. Moi, je suis très confiant, en fait, pour l'avenir. Et donc, j'essaie de porter cette positivité auprès de nos patients. En tout cas, merci pour votre soutien. Et puis, je voulais terminer quand même cette présentation par une belle photo de notre bateau. Vous voyez, sur nos voiles, on porte le logo du GFH-GNP. On en est très fiers. Alors, merci encore pour votre aide et à très vite. Alors, merci beaucoup Pierre-Louis pour cette intervention qui est, je pense, très inspirante pour nos petits patients. C'est vrai que la plupart des patients, ils baissent un peu les bras quand ils apprennent la maladie. Finalement, toi, ça t'a plutôt donné des ailes, on dirait. Après, j'imagine que c'est très compliqué de lier la vie de sportif de haut niveau avec cette pathologie. Et je pense que pour nos petits patients, c'est très important de savoir que ça existe, que c'est possible, que ça s'organise finalement avec son gastro-entérologue, qu'en effet, peut-être qu'on ne fera pas une désescalade juste avant de partir, on attendra le retour, ou ce genre de décision thérapeutique. Après, comment ça s'organise au quotidien ? J'ai entendu qu'il n'y avait pas de toilette, une stomie pendant un temps au milieu de l'Atlantique. Je ne sais pas comment... Alors en fait, finalement, moi j'essaie toujours de trouver le bon côté. Et finalement, quand j'ai été stomisé, alors pour être très honnête, les quelques heures après le fait qu'on m'ait annoncé, après le diagnostic, en me disant vous allez avoir une stomie, je rigolais pas forcément. D'ailleurs, je me souviens très bien me poser la question, pas de savoir si j'allais pouvoir continuer mes projets sportifs, mais de dire waouh, comment ça va se passer avec ma copine, avec qui je suis depuis 2 mois et à qui j'ai vendu l'image du grand aventurier à travers les océans. Et donc en fait, finalement, très vite, je me suis dit, finalement, la stomie, même en course, ça peut être un gain de temps, parce qu'au moins, j'enlève pas ma salopette en entier, et finalement, je gagne du temps. Et donc voilà, c'est toujours essayer de se placer dans cette démarche positive. Et non, mais plus sérieusement, en fait, on s'adapte.
En fait, je pense que nous, le message à chaque fois pour les patients, c'est surtout pas de dire il faut traverser l'Atlantique ou il faut escalader l'Everest. Et c'est aussi ça auquel on essaie de faire hyper attention. Et c'est de dire vous pouvez vivre vos rêves. Et si votre rêve, c'est de partir en week-end avec des copains, si votre rêve, c'est d'aller faire un Erasmus à l'autre bout du monde, voilà, c'est aussi des objectifs atteignables. Et en fait, je pense que le cœur de notre projet, c'est d'illustrer par la course au large le fait qu'il faut croire dans ses rêves et que justement, ça peut être une partie de la solution. Merci beaucoup. Je ne sais pas si certains ont des questions. Moi, j'aimerais bien savoir quelle a été la situation la plus critique que tu as pu traverser et au point de dire, purée, je regrette de m'être engagé au milieu de l'océan. Si tu te rappelles. Je ne suis pas sûr d'avoir des situations... Enfin, finalement, je pense que la situation la plus critique que j'ai vécue dans ma vie, elle n'est pas au milieu de l'océan, elle est chez moi. Quand je suis incapable de dire à mes amis que je ne viens pas à la soirée, pas parce que je ne veux pas venir, mais parce qu'en fait, j'en suis incapable. Et très honnêtement, alors voilà, j'ai eu des pirouettes en mer, comme je vous le disais, avec cette petite éventration au milieu de l'Atlantique, mais qui s'est bien géré parce qu'on était bien préparé, donc on avait une ceinture abdominale, donc voilà, j'ai terminé la course comme ça. Pour être honnête, la vraie difficulté, c'était vraiment le fait d'avoir du mal à parler de cette maladie, en fait, le fait de me renfermer sur moi, et parfois, finalement, le fait que c'était plus facile de mentir à mes propres amis en leur disant bah non, je viens pas ce soir parce que demain matin j'ai un examen, etc. Il faut que je travaille, plutôt que de leur dire que j'avais cette maladie. Je pense que c'était ça vraiment le plus gros défi de ma vie, et finalement ce projet Vogue avec un Crohn, ça a été pour moi un déclencheur, et ça demandait un effort, ça a été un vrai effort de commencer, et d'ailleurs je me revois très bien construire ma petite page Facebook, ça s'appelle Vogue avec un Crohn Pierre-Louis Atwell, et inviter mes amis. Et peut-être qu'un des challenges les plus durs, ça a été de cliquer sur le bouton inviter à mes amis, en fait, de lancer ce truc-là, et en fait de faire ce que j'appelle mon coming out de patient. Et je pense que c'est un peu la même démarche, en fait, c'est se mettre à nu et c'est dire voilà qui je suis en vrai. Je pense que c'était ça mon plus gros défi. D'autres questions ? Bon, après, c'est vrai que, comme petite remarque, en maladie chronique, ça reste un peu tabou. C'est vrai que c'est plus facile d'être asthmatique, diabétique, on le dit, hein, tous les patients le disent. Dire qu'on va 15 fois par jour aux toilettes, c'est pas la même. Donc, en effet, on comprend qu'à l'adolescence, un diagnostic au moment de l'adolescence, c'est compliqué. On va pas au McDo, on va pas au ciné parce qu'on cherche les toilettes. Et en tout cas, merci beaucoup de dédramatiser la chose et de leur faire croire en leurs rêves à nos petits patients. Merci beaucoup. Et puis, juste pour finir, moi, c'est ce que j'essaie de dire aussi à chaque fois, parce que souvent, on a cette peur, et moi, je l'ai eu cette peur pendant des années, de parler d'une maladie digestive. Moi, ça fait 7 ans que tous les jours, je parle à des gens de ma maladie, de Crohn. J'ai jamais eu une seule réaction négative. Et en fait, je pense que ça, c'est important de leur dire. Souvent, on a peur du tabou, on a peur en fait que l'autre nous dise ah mais c'est dégoûtant ton truc. Moi, voilà, malgré tout ce qui se passe dans la société, je n'ai jamais eu une réaction négative. Et souvent, les gens sont plutôt empathiques. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut aussi transmettre à nos patients, c'est leur dire que il vaut mieux parler de cette maladie et être accompagné et être compris par son entourage, parce que c'est ça qui leur donne les clés justement pour mieux nous accompagner. On veut bien voir les petits dessins. Maxime illustre en dessin les interventions de génial, façon okay. un peu humoristique et caricaturale. Je me suis dit, tiens, les petits dessins, ça a changé les congrès. Je m'assois. Alors, pendant qu'on parle de dessin, justement, je vais profiter du sujet. Il se trouve que ce film, Une aventure de malade, on est très sollicité par les équipes de soins pour pouvoir le proposer aux patients.
Aujourd'hui, on organise encore des projections, mais je pense que rapidement, à la fin de l'année, on vous permettra d'y accéder. Et il se trouve qu'on s'est dit, alors un film c'est bien, mais parfois c'est peut-être un petit peu long et c'est pas toujours facile à donner en main propre. Et on a eu l'idée, il y a quelques semaines, de transformer ce film en bande dessinée. Et donc c'est un projet qui est vraiment tout nouveau. On l'a annoncé au JFOD, donc vous l'avez en quasi-exclusivité. On est en train de travailler avec certains de nos partenaires pour que vous puissiez en bénéficier. Donc l'idée, ce serait un docu-BD, donc en fait une bande dessinée avec un aspect narratif qui serait donc sous forme de témoignage. Et en fait, à chaque chapitre, il y aurait une partie un petit peu informative, donc avec de l'information médicale vérifiée. Et l'objectif, c'est de faire une sorte de contenu type un peu ETP dans cette bande dessinée. Donc voilà, j'espère qu'au prochain congrès, j'arrive avec 3 cartons de bande dessinée pour que vous puissiez repartir avec. Merci. Non mais non, je vais bouger, ça va marcher. Ça va marcher. Écoute, 450 kilos 3 fois par jour, et toi tu peux... En fait, c'est pas le problème, c'est pas la connexion, c'est que même quand c'est connecté, ça n'arrive pas à parler, quoi. L'iPad avec le truc. Donc, on a fait Vogue avec un Krone, une aventure de malade. Au début, moi j'imaginais un patient expert sur un bateau skipper. Comment tu vas aujourd'hui? Bah ça va, docteur Main. Comme il est tout seul. Mais en fait, pas trop. Donc, on a eu toute l'histoire. Ça a commencé au début avec l'enfance, bercé par la course dans la grande ville du Havre. Waouh, le truc de malade, il y a des bateaux de toutes les couleurs. Jusqu'à la cuvette pleine de sang. Ah, crotte, va falloir en parler aux parents. Ensuite, à l'hôpital, vous avez la maladie de Crohn, donc la maman qui pleure. La maladie de Couronne, j'ai pas bien compris. Donc, je parle pas de ma maladie jusqu'à ce que j'essaie d'entrer à la marine. Votre dossier, c'est très bon, mais par contre, ce béret, c'est pas très réglementaire. Ah, on dirait que je suis bloqué là. Ensuite, il s'agit de dépasser la maladie. J'ai gardé la couronne, hein, du coup. Vous avez compris. Et passer de... Quoi? Quelle couronne? J'ai pas de couronne. Ah, Vogue avec un Krone, wow. Merci. Merci. C'est fini pour ce soir. On vous donne rendez-vous demain à 8h.